Il est temps d'arrêter cette folie. Il est temps de stopper le massacre. Il est temps de mettre fin à cette guerre insensée. Si vous voulez mettre fin aux guerres, vous devez parler aux deux camps. Chaque semaine, plus de 2000 personnes sont tuées. Ce sont de jeunes Russes, ce sont de jeunes Ukrainiens, ce ne sont pas des Américains. Et moi, je veux que ça cesse. Je demande l'exonération d'impôts sur les pourboires, sur les heures supplémentaires et sur les prestations de sécurité sociale pour nos formidables seniors. Et notre pays ne sera plus sous l'emprise du wokisme. Hier soir, le 4 mars 2025, Donald Trump, fraîchement réinvesti pour son second mandat, a prononcé un discours retentissant devant le Congrès américain au Capitole. Diffusée à 21h heure locale, cette allocution d'une heure a marqué les esprits par son ton résolument optimiste et sa fidélité aux engagements de campagne. Devant un hémicycle partagé entre ovations républicaines et huées démocrates, Trump a dévoilé une vision ambitieuse pour l'Amérique, mêlant nationalisme assumé, pragmatisme économique et repositionnement stratégique sur la scène mondiale. Un discours qui mérite une analyse approfondie des points clés, des surprises, des réactions nationales et internationales, ainsi que des premiers sondages. L'Amérique d'abord, fidèle à la promesse électorale. Trump a débuté son discours sur une note conquérante. Les États-Unis sont sur le point de connaître un retour en force, comme le monde n'en a jamais vu et n'en verra peut-être jamais plus. Ce mantra a servi de fil rouge à une allocution articulée autour de 3 priorités. La politique intérieure, l'économie et une politique étrangère recentrée sur les intérêts américains. Une telle incompétence a été montrée que, quand Poutine a vu ce qui se passait, j'imagine qu'il s'est dit « Waouh, peut-être que c'est ma chance ». C'était à ce point catastrophique. Ça n'aurait jamais dû arriver. Des gens totalement incompétents. J'ai parlé à de nombreux parents et proches, et ils sont tous dans nos pensées ce soir. Je viens juste d'échanger avec eux au téléphone. On a eu un grand appel. Chacun d'eux a pris la parole et tout le monde pleurait de bonheur. Ils étaient heureux, aussi heureux qu'on puisse l'être dans de telles circonstances. Leur enfant, frère, sœur, fils, fille a été tué sans aucune raison. Au Moyen-Orient, nous ramenons nos otages de Gaza. Lors de mon premier mandat, nous avons conclu l'un des accords de paix les plus révolutionnaires de ces dernières générations, les accords d'Abraham. Et maintenant, nous allons nous appuyer sur cette base pour bâtir un avenir plus pacifique et prospère pour toute la région. Beaucoup de choses se passent au Moyen-Orient. Tout le monde parle de l'Ukraine et de la Russie en ce moment, mais il se passe beaucoup de choses là-bas. C'est une région difficile, en réalité. Je travaille aussi sans relâche pour mettre fin au conflit sanglant en Ukraine. Des millions d'Ukrainiens et de Russes ont été tués ou blessés inutilement dans cette guerre horrible et brutale qui ne semble pas avoir de fin. Les États-Unis ont envoyé des centaines de milliards de dollars pour soutenir la défense de l'Ukraine, sans sécurité, sans garantie, sans rien. Vous voulez que ça continue encore 5 ans? Ouais, vous diriez que Pocahontas est d'accord. Chaque semaine, plus de 2000 personnes sont tuées. Ce sont de jeunes Russes, ce sont de jeunes Ukrainiens, ce ne sont pas des Américains. Et moi, je veux que ça cesse. Pendant ce temps, l'Europe a dépensé plus d'argent à acheter du pétrole et du gaz russe qu'elle n'en a mis pour défendre l'Ukraine. Beaucoup plus.
Pensez-y, ils ont dépensé davantage pour acheter du gaz et du pétrole russe que pour soutenir la défense ukrainienne. Et nous avons dépensé peut-être 350 milliards de dollars, comme si on volait un bonbon à un enfant. Voilà ce qui s'est passé. Eux ont mis 100 milliards. Quelle différence! Et nous avons un océan entre nous, alors qu'eux, non, mais on s'entend bien avec eux, et il y a beaucoup de bonnes choses qui se passent. Biden a autorisé plus de dépenses dans cette guerre que ce que l'Europe a mis, avec un écart de dizaines et dizaines de milliards de dollars. C'est difficile à croire qu'à un moment donné, il ne se soit pas arrêté pour dire « Attendez, il faut équilibrer, il faut faire notre part. » Mais ça n'est jamais arrivé. Aujourd'hui, j'ai reçu une lettre importante du président Zelensky d'Ukraine. Voici ce qu'elle dit. L'Ukraine est prête à s'asseoir à la table des négociations dès que possible, pour rapprocher une paix durable. Personne ne veut la paix plus que les Ukrainiens, a-t-il écrit. Mon équipe et moi sommes prêts à travailler sous la direction forte du président Trump pour obtenir une paix qui dure. Nous apprécions vraiment tout ce que l'Amérique a fait pour aider l'Ukraine à maintenir sa souveraineté et son indépendance. Concernant l'accord sur les minéraux et la sécurité, l'Ukraine est prête à le signer à tout moment, selon votre convenance. J'apprécie qu'il ait envoyé cette lettre. Je viens de la recevoir il y a quelques instants. Dans le même temps, nous avons engagé de sérieuses discussions avec la Russie et nous avons reçu des signaux forts indiquant qu'ils sont prêts pour la paix. Ce ne serait pas magnifique? Il est temps d'arrêter cette folie. Il est temps de stopper ce carnage. Il est temps de mettre fin à cette guerre insensée. Si vous voulez mettre fin aux guerres, vous devez parler aux deux camps. Il y a près de 4 ans, en pleine montée des tensions, un professeur d'histoire, Mark Fogel, a été arrêté en Russie et condamné à 14 ans de colonie pénitentiaire. Un sort terrible. L'administration précédente n'a pratiquement rien fait pour l'aider. Il savait qu'il était innocent, mais il ne savait même pas par où commencer. Et dans ce but, j'annonce ce soir la création d'un nouveau bureau de la construction navale à la Maison-Blanche, ainsi que la mise en place d'incitations fiscales spéciales pour ramener cette industrie aux États-Unis là où elle doit être. Nous construisions énormément de navires autrefois. Ce n'est plus le cas aujourd'hui, mais ça va changer rapidement et cela aura un impact énorme. Pour renforcer davantage notre sécurité nationale, mon administration va récupérer le canal de Panama et nous avons déjà commencé à le faire. Aujourd'hui même, une grande entreprise américaine a annoncé qu'elle achetait les 2 ports autour du canal de Panama, ainsi que d'autres infrastructures liées au canal et à quelques autres canaux. Le canal de Panama a été construit par des Américains, pour les Américains, pas pour les autres. Bien sûr, les autres peuvent l'utiliser, mais il a été bâti au prix du sang et de l'argent américain. 38 000 ouvriers sont morts en construisant le canal de Panama. Ils sont morts du paludisme, ils sont morts de morsures de serpents et de piqûres de moustiques. Ce n'était pas un endroit facile où travailler. On les payait très bien pour y aller, en sachant qu'ils avaient 25% de chance d'y laisser leur vie. C'était le projet le plus coûteux de toute l'histoire des États-Unis, si l'on ajuste les chiffres au coût d'aujourd'hui. Et pourtant, l'administration Carter l'a bradé pour $1. Mais cet accord a été violé de façon flagrante. Nous ne l'avons pas donné à la Chine, nous l'avons donné au Panama et nous allons le reprendre. Bonne chance, Marco. Maintenant, on sait qui blâmer si quelque chose tourne mal. Marco a été fantastique et il fera un excellent travail. Vous vous rendez compte? Il a obtenu 100 votes.
En réalité, il en a eu 99, mais le 100e vote, c'était cet homme ici, et j'en suis très sûr. Alors, on va dire qu'il a eu 100 votes, et je suis soit très heureux, soit très inquiet à ce sujet. Mais il a déjà prouvé qu'il est un homme remarquable. Il est respecté de tous, et nous vous remercions d'avoir voté pour Marco. Il va faire un travail fantastique. Merci. Il fait du très bon travail. Excellent travail. Et j'ai aussi un message ce soir pour les incroyables habitants du Groenland. Nous soutenons fermement votre droit à décider de votre propre avenir. Et si vous le choisissez, nous vous accueillerons à bras ouverts aux États-Unis d'Amérique. Nous avons besoin du Groenland pour notre sécurité nationale, mais aussi pour la sécurité internationale. Nous travaillons avec toutes les parties impliquées pour y parvenir, mais nous en avons vraiment besoin pour la sécurité du monde. Et je pense que nous allons l'obtenir. D'une manière ou d'une autre, nous allons l'obtenir. Nous vous protégerons. Nous vous rendrons riches. Et ensemble, nous porterons le Groenland à des sommets que vous n'auriez jamais imaginés. C'est une population très petite, mais un territoire immense et un atout militaire stratégique. L'Amérique est de nouveau debout face aux forces du terrorisme islamique radical. Il y a 3 ans et demi, des terroristes de l'État islamique ont tué 13 soldats américains et d'innombrables autres victimes lors de l'attentat d'Abbey Gate. Pendant le retrait désastreux et incompétent d'Afghanistan. Ce n'est pas le fait de se retirer qui était le problème, c'est la manière dont cela a été fait. Peut-être le moment le plus embarrassant de l'histoire de notre pays. Ce soir, je suis heureux d'annoncer que nous avons arrêté le principal terroriste responsable de cet acte odieux, et il est en route en ce moment même pour être jugé sur le sol américain. Et je tiens à remercier tout particulièrement le gouvernement pakistanais pour son aide dans l'arrestation de ce monstre. Ce fut une journée très importante pour ces 13 familles que j'ai appris à connaître pour la plupart. Leurs enfants ont été assassinés. Et pour les 42 autres victimes qui ont été horriblement blessées ce jour-là en Afghanistan. Quelle journée terrible! Mais si nous voulons vraiment protéger les enfants américains, rien n'est plus crucial que de sécuriser nos frontières. Au cours des 4 dernières années, 21 millions de personnes sont entrées aux États-Unis. Parmi elles, de nombreux meurtriers, trafiquants d'êtres humains, membres de gangs et autres criminels venant des villes les plus dangereuses du monde. À cause des politiques insensées et extrêmement dangereuses de Joe Biden sur les frontières ouvertes, ces criminels sont maintenant bien ancrés dans notre pays, mais nous sommes en train de les expulser, et nous allons les expulser très rapidement. Je veux remercier Tom Oman et Christy. Je veux aussi remercier Paul de la Border Patrol. Merci à vous. Quel travail incroyable ils ont accompli. Tous, que ce soit la Border Patrol, ICU ou l'ensemble des forces de l'ordre, font un travail remarquable. Nous devons prendre soin de nos forces de l'ordre. L'année dernière, une brillante étudiante en soins infirmiers de 22 ans, Lakin Riley, la meilleure de sa promotion, admirée de tous, est sortie faire son jogging sur le campus de l'Université de Géorgie. Ce matin-là, Lakin a été sauvagement attaquée, agressée, battue, brutalisée, puis horriblement assassinée. Lakin nous a été arrachée par un membre de gang illégal et barbare, qui avait déjà été arrêté pour avoir pénétré illégalement sur le sol américain par la frontière ouverte de Biden, avant d'être relâché sous les politiques insensibles et désastreuses de cette administration incompétente.
Cet homme avait ensuite été de nouveau arrêté, puis libéré dans une ville sanctuaire dirigée par les démocrates. Un désastre, avant de mettre fin à la vie de cette jeune fille magnifique. Ce soir, nous avons avec nous la mère bien-aimée de Lakin, Allison, et sa sœur, Lauren. L'année dernière, j'ai promis aux parents de Lakin que leur fille ne serait pas morte en vain. C'est pourquoi le tout premier projet de loi que j'ai signé en tant que 47e président impose la détention de tous les criminels étrangers dangereux qui menacent la sécurité publique. C'est une loi extrêmement forte et puissante. Elle s'appelle le Lakin-Riley Act. Alors, Allison et Lauren, l'Amérique ne t'oubliera jamais. Lakin Hope Riley vivra toujours dans nos mémoires. Merci beaucoup. Depuis mon entrée en fonction, mon administration a lancé la plus vaste répression contre l'immigration illégale et les frontières de toute l'histoire des États-Unis. Et nous avons rapidement atteint le nombre d'entrées illégales le plus bas jamais enregistré. Les médias et nos amis du Parti démocrate n'arrêtaient pas de dire qu'il fallait une nouvelle législation pour sécuriser la frontière. Mais au final, tout ce qu'il fallait vraiment, c'était un nouveau président. Joe Biden n'a pas seulement ouvert nos frontières, il a fait entrer illégalement des migrants par avion, submergeant nos écoles, nos hôpitaux et nos communautés dans tout le pays. Des villes entières comme Aurora, Colorado et Springfield, Ohio, ont été dévastées par l'invasion migrante et la corruption à un niveau jamais vu auparavant. De magnifiques villes détruites. Mais maintenant, comme je l'avais promis dans mon discours inaugural, nous sommes en train de libérer l'Amérique. Mais il reste encore beaucoup de travail à faire. Ce soir, nous avons parmi nous une femme que j'ai appris à connaître, Alexis Nangari, de Houston. Une femme merveilleuse. En juin dernier, sa fille de 12 ans, la précieuse Jocelyn, est sortie à pied pour aller à l'épicerie du coin. Elle a été kidnappée, ligotée, agressée pendant 2 heures sous un pont, puis horriblement assassinée. Les suspects arrêtés pour ce crime monstrueux sont 2 immigrés clandestins du Venezuela, libérés sous l'administration précédente à cause de sa politique frontalière ridicule. La mort de cette magnifique petite fille et la souffrance de sa mère et de sa famille ont bouleversé toute la nation. Alexis, je t'ai promis que nous nous souviendrons toujours de ta fille. Et ce soir, j'ai tenu parole. J'ai appris que Jocelyn adorait les animaux. Elle adorait la nature. De l'autre côté de la baie de Galveston, près de Houston, se trouve un refuge national magnifique. Une réserve de 34 000 acres. Un sanctuaire pristine et paisible pour toutes les créatures de Dieu au bord du golfe du Mexique. Alexis, à l'instant même, j'ai officiellement renommé ce refuge en mémoire de ta magnifique fille, Jocelyn. Monsieur le vice-président, pouvez-vous me remettre l'ordre officiel?
Merci beaucoup. Les 3 criminels responsables de la mort de Jocelyn et Lakin faisaient partie du gang vénézuélien le plus violent au monde, le Trendy Aragua. Il y a 2 semaines, j'ai officiellement désigné ce gang, ainsi que MS-13 et les cartels mexicains sanguinaires, comme organisations terroristes étrangères. Ils sont désormais classés au même niveau qu'ISIS, et ce n'est pas une bonne nouvelle pour eux. Des milliers de ces terroristes ont été accueillis à bras ouverts par l'administration Biden. Mais désormais, chaque dernier d'entre eux sera traqué, arrêté et expulsé de notre pays. Et pour ceux trop dangereux, ils seront incarcérés et jugés ici, car nous ne voulons plus jamais les revoir. Nous avons parmi nous ce soir un véritable guerrier qui mène ce combat, l'agent de la Border Patrol, Roberto Ortiz. En janvier, Roberto et un autre agent patrouillaient près du Rio Grande, dans une zone connue sous le nom de Cartel Island. Ça n'a pas l'air très accueillant, pas vrai? Là-bas, des hommes armés ont commencé à leur tirer dessus. Voyant que son coéquipier était totalement exposé, Roberto a riposté, lui permettant de se mettre à l'abri. Agent Ortiz, nous vous saluons pour votre courage. Nous vous honorons et nous vous honorerons toujours. Thank you, Roberto. And I actually got to know him on my many calls to the border. He's a great gentleman. Le territoire au sud immédiat de notre frontière est désormais totalement contrôlé par des cartels criminels qui tuent, violent, torturent et exercent une domination absolue. Mais maintenant, l'Amérique va riposter. Et nous allons gagner. The cartels are waging war in America, and it's time for America to wage war on the cartels, which we are doing.